c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Tony, qui a 20 ans en ce jour. Et elle ne sait pas exactement comment fêter son anniversaire, elle a simplement 20 ans, elle le sent comme ça, et le soir elle va avoir un match de foot. Et c'est toute l'attente dans cette journée, le livre se passe sur une seule journée, toute l'attente de l'arrivée en tribune, du moment où elle pourra se défaire de cette journée, justement sortir de ses 20 ans, et vivre dans l'anonymat le plus total et le plus serein, quelque part, son passage d'adolescent à femme. C'est très simple, c'est assez court, je voulais pas faire quelque chose de compliqué. C'était mon premier texte long, donc je voulais vraiment travailler ça au microscope, que le rythme soit bon, et c'est toute l'attente en fait. C'est une journée d'attente, et plus elle marche, plus elle se souvient de choses qui lui arrivaient quand elle était plus jeune, de sa relation avec ses parents, avec son frère, avec un amoureux, avec des professeurs, et en avançant en fait elle lâche tout ça, elle lâche ses histoires, et elle entre le soir dans la tribune, disons presque le corps léger. À la base je voulais faire quelque chose de vraiment une espèce d'errance, mais il fallait quand même que des choses arrivent dans sa journée, et puis petit à petit les événements sont arrivés un peu par eux-mêmes. Elle se lève dans cette espèce de chambre studio, il y a des bruits autour d'elle, elle s'habille. Déjà s'habiller c'est quelque chose de compliqué pour elle, surtout ce jour-là. Elle descend, elle veut prendre le bus elle le rate. Donc ça commence pas très bien, et puis elle marche, elle pense beaucoup, et puis elle se perd un peu dans ses pensées, et un cycliste arrive et lui fait mal, c'est un sorte de petit accident, et c'est un peu le premier accrochage de la journée. Et la journée est rythmée bizarrement par des moments où elle se sent vraiment mal, où elle vomit, c'est une espèce de lendemain de cuite un peu étrange. Et elle continue à marcher, elle va à l'université. À l'université ça se passe pas très bien non plus, il y a quelque chose qui ne passe pas avec les professeurs, comme un manque de communication totale. Elle part de l'université, elle va au restaurant, elle doit déjeuner avec son père n'est pas là. En fait c'est une série d'actes manqués, d'actes loupés, et elle continue son chemin, elle passe par un cinéma. Ensuite elle passe par une fête, une espèce de fête théâtre slash festival slash fête foraine, et en attendant, en parcourant sa journée, le soleil décline, et puis elle finit par prendre le métro, qui est un moment assez charnière pour moi parce que j'avais vraiment envie de décrire le métro, et à ce moment là on peut imaginer le métro parisien. Et ensuite elle descend un boulevard et elle arrive au stade. Et le moment où elle arrive au stade, le moment surtout où elle rentre dans la tribune, c'est le moment où le livre se finit. Le jour de ses 20 ans, c'est vrai que c'est un moment qui n'est pas si joyeux finalement. Et la veille, elle voit ce garçon qu'on appelle M, qu'elle l'appelle M surtout. Et il lui dit qu'il ne l'aime pas, et en fait j'étais partie à l'origine j'étais partie sur l'idée qu'elle était sans doute enceinte, et je crois que j'ai quitté petit à petit cette idée, mais que par contre le mal-être que ça pouvait provoquer est resté. Et c'est ça, c'est un mélange entre une gueule de bois et un manque affectif qui s'exprime par le rejet. Et en fait elle ne fait que manquer des choses toute la journée, mais elle fait aussi en sorte de ne voir personne. Il y a aussi une volonté de ce personnage de passer entre les mailles du filet, de ne pas être là, de ne pas exister, de continuer à marcher dans une ville où personne ne la voit. Elle aurait pu très bien rester à l'université, voir des amis, on aurait pu imaginer le texte comme ça, mais quel est l'intérêt à ce moment-là? Pour elle en tout cas il n'y en avait pas. Il me semble que avoir 20 ans dans une ville comme Paris ou comme Le Havre, c'est aussi avoir 20 ans dans une urbanité qui ne laisse pas beaucoup de place. Et je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce que ça allait provoquer si le personnage décidait de ne pas exister aussi, plutôt que de laisser la ville
l'engloutir dans cet anonymat-là. Et à la fin, quand elle arrive justement dans la tribune, c'est le moment où peut-être, enfin j'espère, on ressent un peu plus de joie ou de légèreté. C'est le moment où elle ne vomira plus et où elle mangera. Donc c'est exactement le contraire. Et elle vivra l'anonymat avec un plaisir pratiquement glouton, quoi. Donc le moment heureux de ce texte se trouve à la fin. Tony regarde beaucoup les autres être amoureux, ça c'est sûr. Je crois que c'est aussi des âges, quand on sort de l'adolescence, on a du mal à définir ce qu'est l'amour, il me semble. Parce qu'on a vu toute notre vie quand on est jeune, l'amour de nos parents ou justement le désamour de nos parents. On a vu l'amour des copains-copines, ces choses-là. Et il y a quelque chose en elle qui dit que l'amour est dégueulasse puisque la veille il s'est passé quelque chose de triste pour elle et c'est une espèce de... Ouais, c'est un râteau. En fait, elle se prend un râteau et il y a une espèce de colère en elle qu'elle maîtrise pas et qui est constamment en train de réapparaître parce que autour d'elle, elle voit finalement de l'amour. Et à la fin, M est remplacée par Manon. Alors c'est pas nécessairement une relation amoureuse, mais il y a une amitié là qui est très profonde, même si elle n'est pas particulièrement exploitée dans le livre, où on ne sait pas qui est ce personnage, on ne sait pas depuis combien de temps elles se connaissent, mais M devient Manon et ça s'appelle l'amitié, quoi. Et on peut trouver de l'amour dans l'amitié, comme on trouve de l'amour dans les relations amoureuses. Et il me semble que c'est comme ça qu'elle définit aussi ses 20 ans, c'est avec une tranquillité dans l'amitié et dans l'amour, à la fin. En écrivant, j'avais quand même en tête l'idée qu'il y avait beaucoup d'amour. Mais il apparaît pas nécessairement dans le livre, mais c'est le chemin que Tony prend sur toute une journée, c'est aussi le moyen de pardonner et de se souvenir des mauvais moments pour les laisser, pour leur dire au revoir, c'est fini, je ne penserai plus à vous souvenir, et d'arriver dans une foule où tout le monde est anonyme et donc recommencer aussi. Et il y avait de ça, mais après, ce sera peut-être la suite, C'est pas du tout autobiographique. Évidemment, c'est inspiré de ma vie et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir beaucoup. Quand on est jeune, je me souviens quand j'étais au collège et au lycée, on parlait beaucoup de nos parents, c'était vraiment des conversations présentes. On en parlait mal parce qu'on n'avait pas les mots, mais on voyait tout ce qui se jouait dans une famille. On ne comprenait pas l'idée de couple, on ne comprenait pas l'idée que des parents étaient des humains avant tout. On voyait que l'idée de parents. J'ai un frère, j'ai une mère, j'ai un père, voilà. Mais j'ai aussi une sœur, j'ai une très bonne relation avec tout le monde, ils m'ont toujours soutenue. Après oui, le foot, évidemment, c'était à la maison, ça c'est sûr et certain, ça avait une place très importante, très très importante, toujours à la télé. Et puis après le foot à la télé est devenu le foot en tribune, et puis après mon frère m'a accompagnée beaucoup au foot, et j'ai beaucoup accompagné mon père au foot, et ma mère aussi, et ma sœur aussi, et voilà, c'est sûr qu'il y a des éléments de vie qui sont dedans, mais ça reste des fragments qui sont ensuite transformés, interprétés, mélangés à plein d'autres idées, plein d'autres souvenirs, plein d'autres discussions. Ça fait une espèce de potion, ça fait une espèce de potion, et ensuite c'est écrit, mais c'est pas autobiographique. En fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans mes jeunes années de jeune femme. C'est la culpabilité que les femmes peuvent avoir constamment pour tout. Je suis assez impressionnée par ça, c'est une constante de vouloir que tout le monde soit très bien autour de soi, et que du coup on culpabilise de pas faire ci, de pas faire ça, de pas bien accueillir, de pas bien accompagner, de pas bien discuter pour que la personne se sente mieux. On a tendance à prendre des vies en main parce qu'on culpabiliserait de les laisser comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui est beaucoup revenu dans mes dernières années, dans les conversations avec mes amies filles, c'était
de culpabiliser de ne pas bien faire. Culpabiliser de ne pas bien faire, c'était quelque chose qui revenait beaucoup. Et moi j'étais beaucoup comme ça au moment d'écrire ce texte. Et je voulais que Tony éprouve cette culpabilité et qu'on voit ce que c'est aussi d'être une jeune fille qui a l'impression de porter le monde sur ses épaules alors que pas du tout. Et il me semble que l'anonymat, qui est quand même aussi une constante à côté de la culpabilité, est un moyen de ne plus culpabiliser, puisqu'on n'est plus exactement personne, donc on n'a plus besoin de porter qui que ce soit. Et il me semble que le combat, en tout cas le mien, ça c'est sûr, le combat de ma construction de femme, c'est de me dépatouiller de cette culpabilité-là et de la laisser, quoi, de ne plus vivre avec ça et d'apprécier ce que je fais déjà et voilà, de vivre. Et je crois que Tony, clairement Tony a été sur ce chemin-là. Et le fait de laisser les souvenirs derrière elle et de les vivre une dernière fois, c'est un moyen aussi de dire je ne culpabiliserai plus pour tout ça. Et quand elle arrive dans la tribune et que tout d'un coup elle a faim, tout d'un coup elle a une amie, tout d'un coup elle se sent bien au milieu de tout le monde, des personnes, c'est complètement se défaire de cette culpabilité-là. Et c'est une culpabilité qui est tellement abstraite, qui n'a en vrai aucune valeur. Et c'est aussi ce chemin-là de se rendre compte que cette culpabilité n'a pas lieu d'être et ne sert à rien. Moi j'étais partie sur l'idée de faire des tableaux très silencieux. Je voulais faire quelque chose de très silencieux avec beaucoup d'espace dans les pages, avec des phrases courtes mais pas complexes. Enfin, je voulais faire quelque chose de très simple mais que sur l'espace d'un stade, du stade Boer en fait à Saint-Ouen. Ça devait partir de là. Et j'avais imaginé des tableaux, des fragments, mais le moment où j'ai commencé à écrire, la première phrase est sortie. Ensuite, je n'ai fait que continuer la première phrase. Et tout s'est fait de manière chronologique. J'ai jamais écrit la fin avant le début. D'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. La seule image que j'avais, c'était vraiment la seule, c'était je sais que ça se finira dans la tribune. Voilà. Ça a pris 2 ans, donc il y a eu énormément de suppressions, il y a eu beaucoup de pages raturées, supprimées, que j'ai détestées. Il y a eu beaucoup d'autres personnages que j'avais créés, plein d'inconnus sur des bancs, d'autres professeurs, et j'ai essayé des constructions. Mais je voulais créer un fil très, très tendu. Je cherchais, j'arrêtais pas de me dire quelle est l'ampleur. C'était une question qui arrêtait pas de revenir. Quelle va être l'ampleur de ce texte si Tony ne fait que marcher pendant une journée. Et au début, c'était que du présent. Donc il n'y avait pas de souvenirs, il n'y avait pas de passé. C'était que pas après pas, une écriture extrêmement présente. Et en fait, je me suis dit, si je ne fais que écrire ces actions, on va avoir l'impression de lire des choses qu'on imagine déjà. Donc il a fallu que j'imagine ensuite une manière de donner de la couleur et de la matière à Tony. Et puis c'est là où j'ai lu Toni Morrison, Beloved. Le lien entre le prénom de Toni Morrison et Tony n'a rien à voir. Et en lisant Beloved, en fait, j'ai vu qu'il y avait vraiment une espèce d'imbrication de souvenirs et de présents. Je l'ai trouvé magnifique et ensuite je me suis dit bon bah voilà, il faudrait peut-être que moi j'arrive à donner de la matière à Tony en parlant de son passé, en fait, en créant un personnage qui existe. Et donc une fois que j'avais plus ou moins écrit un fil, j'ai commencé à reprendre dès le début, vraiment au tout début, et mettre des souvenirs petit à petit. Et en fait je ne travaille pas, pour ce livre en tout cas, je ne travaille jamais sans relire tout avant. Je suis obligée de relire toutes les pages que j'ai écrites pour rester dans le même rythme, dans la même couleur, dans la même ambiance, dans le même cadre, quoi. Alors le prénom de Tony, en fait, il est arrivé pratiquement tout seul au détour d'une conversation. J'avais envie de trouver le nom un peu footballeur. Alors, je sais, Tony, ça me paraît pas particulièrement footballeur, mais je me suis dit que ça ressemblait aussi un petit peu à un surnom.
Et je voulais aussi qu'elle ait un prénom qui ressemble un peu à celui d'un homme, parce que j'ai le sentiment que Tony ne se trouve pas exactement, elle ne sait pas exactement qui elle est, ce qu'elle est, qu'est-ce qu'est son corps. Et c'était important qu'elle soit entre hommes et femmes, mais que avec le prénom finalement. Parce qu'on sait que c'est une fille, elle se dit fille, enfin. Mais je voulais créer une ambivalence, ou en tout cas un flou à cet endroit-là. Et Tony, ça me semblait... le moment où je l'ai dit, je me suis dit, bon bah voilà, c'est ça. Tout simplement. Il me semble que c'est très très dur d'écrire sur le foot. Sur n'importe quel sport hein, d'ailleurs. C'était une problématique que j'avais dès le début de l'écriture de ce texte. De savoir comment rendre un match qui dure quand même 90 minutes, c'est pas rien. On vit des choses, c'est des émotions pas possibles quand on est dans une tribune et qu'on supporte une équipe et qu'on veut l'avoir gagnée et qu'on sait que c'est compliqué parce que c'est une équipe qui n'est pas nécessairement très forte. Et comment donner le spectaculaire d'un match en fait dans un texte qui se lit de manière complètement silencieuse, c'est très intime de lire un livre, et j'avais lu des romans autour du foot. Et j'avais jamais réussi à éprouver ce que je ressentais pendant un match, dans un texte. Même si c'est bien écrit, ce que je vais regarder, ça va plutôt être l'écriture que le match en lui-même. J'ai beaucoup de mal avec, par exemple, les incursions techniques dans un texte. Quand par exemple on écoute un commentateur de foot, il va parler de tous les aspects techniques qu'il y a sur le terrain, il va trouver des synonymes pour parler des joueurs, enfin... Moi, c'est des choses qui je trouve qui alourdissent le plaisir devant un match, mais que ce soit de tennis ou de n'importe quel sport. Et en fait, je me demandais comment je vais écrire ce match, comment je vais l'écrire. Parce qu'en plus, je suis pas très forte d'un point de vue technique en foot, vraiment, je suis pas douée là-dessus. Et je me suis dit, pour ne pas brider l'imagination d'un lecteur, il faut que je lui laisse la place d'imaginer. Et c'est là où je me suis dit, je n'écrirai pas ce match, parce que je préfère qu'il soit imaginé par qui veut, plutôt que je force à avoir quelque chose qu'on ne voit pas en fait. Parce que tout est vraiment trop spatial pour l'écrire, il me semble.